Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Monsieur Kamal Benkoussa, financier, ancien candidat à la présidentielle. Dans l'entretien, Monsieur Benkoussa, bonjour. Merci d'être parmi nous. Nous sommes dans le format entretien. Nous allons parler spécifiquement de la conjoncture économique cette fois-ci. Il y a des chiffres qui sont tombés la semaine dernière sur le niveau de fonds levés par l'emprunt national pour la croissance économique. Moins de 300 milliards de dinars. Nous savons que le déficit est important, on va en parler dans cette émission. Moins de 300 milliards de dinars après quasiment 2 mois de levée de fonds. Vous en dites quoi, Monsieur Benkoussa? On est dans la ligne des attentes ou est-ce qu'on est en retard? On est clairement dans un échec. 300 milliards de dinars, moins de 300 milliards de dinars, ça représente en dollars à peu près 2,5 milliards de dollars. Lorsqu'on regarde les gros projets d'infrastructure qui ont été mis en place ici en Algérie, ça tourne aux environs de 10-15 milliards de dollars. Alors que voulez-vous faire avec 2,5 milliards de dollars? Il est clairement, l'emprunt obligataire qui a été lancé est clairement un échec, très certainement dû à la situation économique du pays, situation politique aussi, et puis en même temps la méthode qui a été mise en place pour pouvoir essayer de récolter un maximum d'argent, sans pour autant essayer réussir à attirer cet argent qui était placé dans l'informel. Donc il y a clairement un échec à ce niveau-là. Moi, je fais partie un peu des observateurs, je suis journaliste, qui pensaient que ça allait marcher parce que c'est plutôt bien rémunéré. Il y a pas de concurrent à 5% sur 3 ans ou 5,75 sur 5 ans. On ferme les yeux sur la provenance des capitaux. Donc, il y avait les ingrédients pour que ça marche. C'est quand même une surprise que ça ne marche aussi peu. Je suis d'accord avec vous. Je pensais aussi que le fait que le bon soit anonyme allait drainer cet argent qui n'était pas déclaré, qui était dans l'informel et qui aurait pu permettre de pouvoir avoir une meilleure couleur dans le circuit économique. Mais je pense que on a mis de côté la problématique instabilité politique, instabilité économique. 5,75% sur 5 ans, c'est pas mal. Mais si vous vous retrouvez une inflation à 2 chiffres, c'est pas terrible. Donc, vous pensez que les épargnants ont réfléchi à tout ça? Pas les épargnants. Je pense que les entreprises qui ont été sollicitées pour pouvoir acheter ou investir ou mettre leur argent dans l'obligataire, je pense qu'ils ont dû réfléchir à ça. Non seulement par rapport à la problématique d'investissement auquel elles font face, et en même temps par rapport au risque de dérive économique auquel le pays fait face. Donc voilà, sur le moyen terme, ça peut ne plus être un bon placement. Non, ça peut pas être un bon. C'est pas nécessaire. Le fait que l'État emprunte n'est pas nécessairement un bon placement. Vous allez placer de l'obligataire, vous allez acheter de l'obligataire auprès du gouvernement ou d'un État qui a clairement fait défaut dans sa gestion. Donc cet argent va aller où? Dans de l'investissement. Est-ce que l'investissement va être bon? Sur les 15 dernières années, les résultats sont là. Les chiffres sont là. L'État, et pas qu'en Algérie, d'autres pays aussi, même en France, si on prend d'autres pays, en France, en Grande-Bretagne, l'État est mauvais gestionnaire, ne sait pas investir, ne sait pas mettre en place une réelle stratégie d'investissement qui pourrait permettre d'avoir de hauts rendements. Donc, mettre votre argent dans les mains de l'État pour pouvoir vous faire du rendement, soit maintenant vous le faites, c'est un geste patriotique, ou vous voulez aider votre économie. Pourtant, M. Benkoussa, vous êtes un pied en Algérie, souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, et aussi un pied à la City à Londres. Dans le contexte de la crise d'après 2008-2009 en Europe, aujourd'hui, les placements souverains sont très recherchés au point où aujourd'hui on a des taux négatifs, c'est-à-dire que il y a des épargnants, des institutionnels qui achètent des coupons souverains et qui sont presque payés pour les acheter. Oui, mais vous avez aussi la Banque Centrale Européenne qui garantit derrière. Donc vous avez de grosses institutions qui peuvent permettre de pouvoir vous apporter certaines garanties. Aujourd'hui, cette garantie, selon vous, n'existe pas? Elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée. Pour moi, la façon dont la gestion de l'Algérie est vue à l'international, c'est une gestion à risque.
Ça, c'est à l'international, on y arrive. Mais celui qui a beaucoup d'argent, qui est resté en dehors du circuit, à qui on a proposé, M. Ben Khalfa a proposé cette formule de mise en conformité fiscale avec un forfait de 7% qui malheureusement a échoué. Aujourd'hui, on a mieux, puisqu'il a la possibilité de prêter à l'État et sans qu'il soit regardant sur la provenance de son argent. Pourquoi il n'irait pas déposer? Parce qu'il règle quand même pas mal de problèmes. Parce que l'Algérie est un pays qui a tout le potentiel pour émerger. Tout est à faire. Les rendements que vous pouvez avoir ici en Algérie en termes d'investissement direct personnel peuvent vous atteindre du 20-25%. Pourquoi allez-vous placer votre argent à 5% alors que vous pouvez vous-même générer du 20-25%? C'est un arbitrage. Et voilà ce que les gens font. 20-25%, vous n'êtes pas un peu optimiste? Non, pas du tout. Vous savez que les marges de profit de certaines entreprises ici en Algérie feraient rêver n'importe quel pays d'Asie ou même du Moyen-Orient. Alors là, c'était pas prévu, mais je vous prends sur ce mot, parce que on a reçu la dernière fois dans le même format de l'entretien, Monsieur Boukaïla, Sami Boukaïla de Caire, cofondateur de Caire, qui disait aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, il faut aller dans une réforme contre-intuitive, il faut rendre le dinar convertible. Les capitaux vont peut-être s'enfuir, mais elles vont revenir parce que ce que vous dites là, parce que les rendements sont meilleurs en Algérie et les gens vont préférer investir avec des rendements supérieurs en Algérie que de placer dans une épargne négative en Europe. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'on doit aller sur un change flottant, ça c'est, pour moi, je pense qu'il est un peu trop tôt. À terme, il faudrait y arriver. Et d'ailleurs, si on regarde, si on prend l'exemple du Nigeria aujourd'hui, du fait d'un change flottant avec la livre sterling et d'autres monnaies, le Brexit a eu un impact énorme sur la monnaie nigériane, qui fait que la Banque centrale a du mal à gérer cette fluctuation. Donc maintenant, le fait qu'on n'ait pas cette fluctuation sauve quelque part l'Algérie. Ceci étant dit, tout est question de confiance. Tout est question d'environnement, d'affaires. Tout est question de visibilité et de transparence. Si vous apportez ces différents éléments pour pouvoir attirer ces investissements directs étrangers, je vous assure que même les contraintes comme les 49-51% ne sont pas réellement des contraintes. L'investisseur a besoin d'avoir la confiance en termes de visibilité de la gestion des affaires publiques d'un pays, a besoin d'avoir de la transparence quant au mode opérationnel de ces entreprises lorsqu'elles viennent investir en Algérie, avoir de la flexibilité en termes de rapatriement de dividendes. Mais la COFAS a dégradé à C le risque Algérie, donc ça devient un risque élevé pour les entreprises françaises qui exportent vers l'Algérie. C'est un risque d'impayé, pour être précis pour nos auditeurs. Vous avez déjà dit, et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, ça fait pas très longtemps, vous êtes passé à Radio 1, vous avez dit la signature de l'Algérie, la signature d'un groupe privé comme Cvital, aujourd'hui, sur les marchés internationaux, est supérieure à celle d'Algérie. Oui, ça fait beaucoup de bruit et on m'en a beaucoup parlé. Et je pense qu'il faut. Je vous remercie de me reposer la question parce que ça me permet au moins d'éclaircir ça. C'est la COFAS qui nous offre cette opportunité d'en reparler. Donc on remercie la COFAS de nous permettre de pouvoir éclaircir un peu ce point. Ce que j'avais dit à ce moment-là, en prenant l'exemple de Monsieur Rebrab et de l'Algérie, mon point était assez simple. C'est que lorsque vous avez un certain montant de capital que vous investissez et que vous êtes capable de pouvoir faire fructifier, de créer cette richesse, de pouvoir créer cette expansion de croissance, et que vous avez d'un autre côté ce même capital qui est alloué à une entité ou à un pays, peu importe, ou à un autre individu, et qui n'est pas capable de le faire fructifier, bien entendu, de façon totalement objective, la notation que vous donnerez à celui qui est capable de pouvoir faire tourner son argent, fructifier son argent, créer cette richesse, sera meilleure que celui qui la laisse dormir. Donc c'était là mon point. Maintenant que la COFAS revienne sur les impayés, je n'ai pas le détail de leur enquête, mais il est clair qu'aujourd'hui, la situation économique, et l'Algérie n'est pas le seul pays à subir ça, tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole et gaz subissent cette situation dans un contexte morose au niveau international. La situation économique n'aide pas à pouvoir avoir cette bonne notation. Et d'ailleurs, aller au financement à l'international amènera ce même type de problématique. Il sera assez compliqué à l'Algérie de défendre d'être en position de force pour pouvoir obtenir du financement à l'international, vu les conditions, non seulement le déficit budgétaire qui est abyssal et qui n'arrête pas de s'accroître, et d'un autre côté, une grosse problématique, à savoir la problématique énergétique, solution à réduction des dépenses de subventions. Monsieur Benkhoussa, tout de même, si on devait regarder, effectivement, si on devait se projeter, et
c'est le rôle des organismes de rating de prendre date et de donner une indication pour leurs clients. L'Algérie est un risque qui évolue mal. Mais est-ce qu'il devrait être aussi dégradé? Non. On compare, par exemple, on est nous un peu choqués quand on voit que le Maroc est à 2 catégories au-dessus. Il est classé A. Quand on fait le niveau d'endettement, le niveau des réserves, c'est vrai que la pente algérienne est très mauvaise, mais il y a une solvabilité en principe. Vous avez des données économiques, vous avez des fondamentaux qui sont pas si mal que ça en Algérie, il faut le reconnaître. Même si nous sommes dans une situation assez critique, car la machine s'est emballée, et pour pouvoir rediriger la machine vers un bon mode de fonctionnement, ça va être assez compliqué et des mesures drastiques doivent être prises. Et là, il faut un courage politique. Pour en arriver sur ce point, pour parler du point d'une dégradation, il n'y a pas que les fondamentaux économiques qui sont pris en compte. Il y a clairement dans l'inconscient des individus à l'international, lorsqu'ils parlent de l'Algérie, il y a toujours cette problématique politique. Où va l'Algérie? Qui gère l'Algérie? Qui prend les décisions? Qui est chef du bateau? Dans le cas de la COFES, il s'agit des impayés des entreprises. Vous connaissez-vous déjà des importateurs algériens qui n'ont plus les moyens de payer leurs importations? Je n'en connais pas personnellement. Je pense que je connais pas mal de chefs d'entreprise qui aujourd'hui voudraient importer plus. Maintenant, est-ce que c'est une décision politique? Est-ce que c'est un jeu politique qui est lancé du côté de la COFAS, comme ce qui a été présenté par Total récemment dans les attaques contre le gouvernement? C'est une situation compliquée, politiquement et économiquement. Très bien. Alors, vous êtes concerné par le climat des affaires en Algérie. Il y a un volet dans ce climat des affaires qui nous a tous beaucoup touchés. Nous, quand je dis tous beaucoup touchés, notamment nous dans les médias, c'est la transaction entre le groupe Al-Khabar et Nesprod, l'acquisition par Nesprod du groupe Al-Khabar qui a été annulée, suspendue en tous les cas par le tribunal, en référé, le tribunal de Belmond Raïs. Vous avez un commentaire sur cette évolution-là dans le climat des affaires? Je trouve ça triste qu'on en arrive à de telles mesures. Mais moi, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est le cas de nos 2 journalistes et de la fonctionnaire du ministère de la Culture qui sont aujourd'hui emprisonnés et qui font l'objet d'accusations assez graves et qui risquent d'encourir à des peines de prison assez lourdes. On parle dans le premier chef d'accusation à 3 ans de prison, dans le second à 10 ans de prison, 13 ans au total pour des gens qui, à mon sens, sont innocents. Ça me paraît assez lourd. La situation est assez nauséabonde actuellement en Algérie pour les médias et pour les défenseurs des libertés. C'est quoi la lecture? Alors vous êtes quand même, on va expliquer un petit peu cela à nos amis auditeurs, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer quand même de le formuler un peu à la confluence à la fois d'une lecture économique par le statut d'expert financier international que vous avez, et d'une lecture politique par le statut d'acteur citoyen et militant politique, puisque vous avez été candidat à la dernière, en tout cas pré-candidat à la dernière élection présidentielle. Comment vous expliquez-vous la démarche des autorités quand elles s'acharnent, par exemple, en ce moment, sur le groupe Cvital, parce que la transaction Al-Khabar Nesprod, il y a un volet qui touche la presse, mais il y a un volet qui cible les acquisitions et le business du groupe Cvital. Comment vous essayez de décrypter cette attitude? Honnêtement, je ne comprends pas l'attitude du gouvernement actuellement, qui s'acharne sur un individu ou sur un groupe et qui s'acharne sur un média ou sur la liberté de la presse, sur la liberté des individus. Et moi, là où je voudrais insister, un point qui me semble important, c'est que en agissant de la sorte, le gouvernement ternit l'image de l'Algérie. Demain, ils vont aller au financement international, ce qui est fait à la liberté de la presse, ce qui est fait à certains groupes privés, ternira l'image de l'Algérie pour pouvoir avoir accès à ces financements. Donc, on a vu que Mme Lagarde a eu un entretien avec M. Erbrab cette semaine. Elle n'a pas encore eu d'entretien récemment avec le chef du gouvernement, le Premier ministre. Oui. Ça participe un petit peu de cette inquiétude, j'imagine. Je pense que ça doit quand vous avez le premier groupe privé qui se fait attaquer de tous les côtés, il est naturel qu'en tant qu'officiel important à l'international comme Mme Lagarde, on s'interroge sur la situation. Mais pour en revenir sur l'attitude du gouvernement, je pense qu'ils font une grave erreur. Ils auraient plus
intérêt à gérer cette situation de façon calme et apaisée en famille, de telle sorte à ce qu'on puisse réellement avoir des peines qui soient à proportion du délit commis. Dans le cas des journalistes d'El Khabar et de la fonctionnaire, ce qui leur arrive est totalement déconnecté, ces 2 poids 2 mesures actuellement en Algérie. Et en même temps, le message qui est envoyé à la population algérienne, c'est qu'on peut détourner énormément d'argent et en fin de compte s'en sortir. Et de l'autre côté... Vous faites allusion notamment à M. Chekib Khalil, j'imagine? Je fais allusion, je ne vise pas Chekib Khalil personnellement, directement, mais il faut simplement lire les journaux lorsqu'on voit les faits qui sont annoncés de cas de corruption, et que d'un côté, des journalistes qui n'ont absolument rien fait sont actuellement détenus et qu'on veut les accuser et qu'on veut leur affliger une peine de 13 ans de prison. Je pense que c'est assez grave. Monsieur Benboussa, vous nous dites, quand on revient vers les organismes multilatéraux, on a évoqué Madame Lagarde, DG du FMI, on a oublié de le signer, la Banque mondiale, demain peut-être la Banque africaine de développement. Cette façon de traiter ces acteurs sociaux, ces groupes privés dans son pays, ça pèse dans la négociation. C'est ce que vous entendez. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Quand on voit les crédits qui sont accordés à des pays qui sont des dictatures, qui embastillent les gens, qui tuent, chez des gouvernements peu recommandables, et qui arrivent à accéder au financement multilatéral. Ça pèse dans la balance, dans la mesure où aujourd'hui beaucoup d'analystes ou d'institutions voient le futur de l'Algérie sous un tableau très noir, du fait d'une impasse du modèle économique, de déficit budgétaire abyssaux, voit la situation s'aggraver. À l'image du Venezuela. Si vous prenez par exemple le Venezuela, l'inflation au Venezuela actuellement est pas loin des 500%. On tend vers les 700%. Pour qu'une famille puisse vivre décemment, une semaine, le coût est 22 fois le salaire minimum. L'Algérie va clairement dans ce modèle. Et les gens font des parallèles entre des fondamentaux économiques de tel ou tel pays, là où est le pays actuellement, et l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui a la chance d'avoir certaines réserves de change disponibles, mais qui ne sont pas inépuisables. Donc le temps est compté. Eux font des prévisions en se disant, est-ce que le gouvernement actuel va être capable de pouvoir réinverser la vapeur, pouvoir relancer l'économie, lancer des messages où il y a plus de contraintes en termes de liberté en Algérie, en termes d'investissement, c'est des signaux négatifs. Chaque signal qui est négatif pèse dans la balance. Et là, c'est indéniable. Demain, l'Algérie ira au financement à l'international. On lui posera les questions, non seulement sur son modèle économique, mais aussi sur son modèle social et notamment sur l'état de droit et le respect des libertés. Alors, ça donnera quoi, au final, un coût de ce financement à l'international plus élevé? Un coût de financement à l'international plus élevé du fait d'un risque plus élevé. D'une dérive sociale prévisible, d'une crise économique qui s'accentuera. À l'image encore j'insiste là-dessus, du Venezuela, je pense qu'on doit réellement s'inquiéter de ce qui se passe là-bas et de se dire que demain l'Algérie sera dans cette position-là. Pas que je le souhaite. Alors, parce qu'on me dit souvent. Vous parlez avec des investisseurs étrangers, des institutionnels, des fonds d'investissement qui ont la vocation de venir en Algérie. Vous croyez au rendement en Algérie, à la capacité de décollage de l'économie algérienne. Vous le répétez tout le temps. C'était au cœur de votre campagne. Comment vous dealez avec cette distorsion entre le tableau négatif qu'il faut bien observer et puis cet espoir, c'est un pays où il faut aller? Alors, c'est une bonne question. D'ailleurs, on ne cesse dernièrement sur Twitter, on me disait, mais M. Benboussa, vous êtes toujours pessimiste, toujours un tableau noir, vous nous déprimez. L'objectif, ce n'est pas de vous déprimer. L'objectif, c'est de vous donner un tableau réaliste de la situation. Pourquoi ignorer? C'est pas faire la politique de l'autruche n'a jamais fonctionné. Pour pouvoir prévoir l'avenir, il faut d'abord faire un constat clair, net et sans mensonge, sans déviation. Comprendre exactement dans quelle situation nous sommes. Dès lors où nous avons fait notre constat, des erreurs ont été faites. Tout le monde fait des erreurs. Est-ce qu'on doit être condamné pour cela? Pas nécessairement. Maintenant, dès que le constat est fait et qu'on a une attitude pragmatique, quelle décision prendre? Moi, j'ai beaucoup d'espoir en Algérie. Je suis très optimiste, contrairement à ce qu'on peut croire, sur le potentiel du pays. Tout est à faire. Nous avons des fondamentaux qui sont importants. On a oublié de dire qu'une grande partie de la population est jeune, moins de 35 ans, 70%. Et en plus, quand on regarde les données démographiques de l'Algérie, c'est un pays qui reste jeune sur pas mal d'années. Donc, nous avons une jeunesse qui est la richesse du pays,
qui a besoin d'être formé, donc des investissements au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau infrastructure, au niveau des loisirs, au niveau des services, au niveau énergétique. Nous avons, on revient encore sur la question du 1% du désert algérien qui permettrait de fournir 100% d'électricité à l'Europe. La situation se pose actuellement du fait du Brexit. L'Algérie doit se repositionner par rapport à cette reformation de la carte du monde. Et nous avons toutes les potentialités pour pouvoir y arriver. La problématique, et j'insiste encore là-dessus, et je ne cesserai de le répéter, la problématique est une problématique politique. Dès lors où on règle cette problématique politique, à savoir qui gère le pays, quelle est la vision économique, quel modèle de développement nous allons lancer, est-ce que nous allons impliquer une grande majorité des acteurs de la vie publique, est-ce que nous allons lancer de grandes études à savoir ce que les Algériens pensent de la situation du pays, quel modèle auquel ils aspirent. Tant que nous n'aurons pas fait une évaluation, un sondage clair, transparent, net de la situation du pays et du peuple algérien, malheureusement, il sera difficile d'aller de l'avant. Monsieur Benkoussa, on va terminer sur cette question. Le cœur de ces réformes-là est relativement partagé par les experts et par une partie de la classe politique de l'opposition. Par contre, il y a un clivage sur la capacité du gouvernement en place à en conduire une partie ou pas du tout. Personne ne dit que le gouvernement en place est en mesure de conduire toutes les réformes, mais il y en a qui disent on peut faire confiance à ce gouvernement pour en conduire une partie pendant un certain temps. Vous dites quoi de... Moi, je n'y crois pas. Le gouvernement en place est dans une position d'attentisme qui, à savoir... à regarder le cours du prix du pétrole, du baril, à quel niveau le baril va se terminer, notamment en fonction de l'échéance de 2019 qui arrive. Est-ce qu'on va tenir jusqu'en 2019 ? Est-ce qu'on arrivera à maintenir un déficit budgétaire qui soit plus ou moins raisonnable, qui permettrait d'éviter de pouvoir couper complètement dans les subventions et pouvoir éviter un autre printemps arabe en Algérie ? Voilà dans quel mode ils sont. Malheureusement, ce type de réflexion, ce type d'attitude est pour moi une attitude juste-boutiste suicidaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de facteurs ne dépendent pas de décisions internes à l'Algérie. Et on l'a vu récemment avec le Brexit, qui met une instabilité politique majeure en Europe, qui risque de prolonger encore plus longtemps la crise au niveau mondial, aux États-Unis et en Asie. Il y a de grandes questions qui se posent quant à l'évolution de l'Europe, du marché européen. Et en plus, lorsque vous avez une monnaie comme la livre sterling qui perd ses 10-11%, vous avez le dollar qui prend. Et vous connaissez très bien la relation entre l'évaluation du dollar et le prix du baril du pétrole. Lorsque le dollar monte, le baril baisse. Le message que vous avez envie d'adresser aux autorités algériennes, c'est si elles comptent sur une rémission complète du marché pétrolier, c'est une erreur. Le message que je vais lancer aux autorités algériennes, c'est ayez au moins une fois pour toutes du courage politique, de prendre de vraies bonnes décisions économiques dans l'intérêt général du pays et de les prendre en concertation avec les différents acteurs économiques et de la société civile en Algérie. Attendre un espoir de l'international est une erreur. Attendre un espoir d'un endettement à l'international est une erreur. Et d'ailleurs, la grosse différence qu'il y a aujourd'hui entre le Venezuela et l'Algérie, c'est que le Venezuela est un pays qui produit du pétrole, qui a les plus grosses réserves de pétrole prouvées actuellement en Algérie, mais en même temps au monde. Mais en même temps, le Venezuela est allé à la dette. Alors nous sommes pas allés à la dette, nous sommes sortis de la dette début des années 2000, mais nous retournons la dette. Ce qui veut dire que nous sommes exactement dans le chemin du Venezuela, à savoir des revenus d'hydrocarbures qui baissent, un déficit budgétaire qui s'accentue et en même temps un recours à la dette. Donc moi, le message que je leur lance, ayez du courage politique, ayez une vision. Parlez honnêtement au peuple algérien qui demande qu'une seule chose, que vous lui dites la vérité. La vérité est simple, c'est que chacun doit y contribuer. J'ai été invité à la manifestation qui a été organisée il y a quelques jours en soutien devant le TNA. Et j'ai été surpris par une chose. Il y avait une volonté de ces jeunes de pouvoir faire passer ce message de liberté aux médias. Et en même temps, lorsque je suis rentré chez moi, je voyais sur Didouche Mourad toutes ces familles s'amuser pendant les soirées du Ramadan. Je trouve ça normal. C'est important de pouvoir se relaxer, de pouvoir passer du temps en famille et d'avoir ce semblant de cohésion sociale. Mais en même temps, lorsque je voyais
le fait qu'une majorité de la population ignore ces grosses problématiques, à savoir la liberté des individus, la liberté d'expression, le modèle économique dans lequel on est, savoir que nous sommes clairement dans un train à grande vitesse qui va frapper un mur, et d'autres économies le prouvent actuellement en Algérie, ce déni de voir la situation critique dans laquelle est l'Algérie, nous avons tous une responsabilité, et nous les premiers. Les politiques, les spécialistes, le peuple. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus. Vous savez, une démocratie se constitue avec 3 volets, 3 piliers qui sont importants. Un État fort qui permet de pouvoir apporter certaines garanties, de pouvoir gérer l'intérêt commun. Vous avez besoin d'un État de droit, d'une justice sociale qui permet de contrebalancer le pouvoir de cet État fort, pour pouvoir faire en sorte que cet État n'abuse pas de sa position de force pour pouvoir imposer à la majorité son intérêt personnel, son intérêt privé. Et vous avez besoin de multipartisme, de société civile. Nous n'avons pas actuellement l'état de droit en Algérie. Nous n'avons pas malheureusement actuellement de société civile capable de se mobiliser pour pouvoir mettre assez de pression à cet État qui, à mon sens, pourrait paraître fort mais ne l'est pas, du fait de sa division, du fait de son manque de vision, du fait de ses lacunes en termes de gouvernance, fait qu'au finalement nous avons des problèmes à tous les niveaux, qui font que aujourd'hui nous avons des difficultés à pouvoir non seulement régler le problème économique, les problèmes sociaux, les problèmes de gouvernance, le problème de liberté des individus. Tout ça arrive à un moment qui est critique au niveau mondial, où nous avons une crise majeure qui sera beaucoup plus importante, et j'insiste là-dessus, beaucoup plus importante que celle de 2008. Et vous verrez, la crise, la bulle des crédits qui existe aujourd'hui en Chine et dans d'autres pays d'Asie est tellement importante qu'il va être difficile de pouvoir sortir de cette crise comme nous avons fait en 2008. Et un chiffre qui m'a effrayé, si vous regardez l'endettement en pourcentage de PIB cumulé au niveau mondial, de richesse mondiale, c'est 350% aujourd'hui. 350%. Un endettement majeur, une crise des banques centrales qui ont du mal, à l'international, qui ont du mal à relancer la croissance, un modèle, le Japon qui est encore dans cette déflation. Voilà, nous sommes actuellement dans un contexte qui est difficile. Et dans tout cela, pour quand même garder un message d'espoir, l'espoir en Algérie, ce serait finalement une possibilité d'alternance politique. Une alternance politique. Parce que vous dites que le gouvernement en place, le pouvoir en place ne peut pas conduire les réformes. Ce serait celui-là. Une alternance politique. L'espoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une alternance politique dans le cadre d'une transition qui soit soft. Qu'on ne dise pas que M. Benkhoussa a appelé le peuple à sortir dans la rue. Aujourd'hui, nous avons un monde qui est en train de se restructurer, une crise qui arrive. Si nous avions au moins les bonnes équipes, avec la bonne vision, le bon mode de fonctionnement, qui permettrait de synchroniser toutes les expertises au niveau national et au niveau international, qui permettrait réellement d'avoir un vrai modèle de développement économique et social pour le pays, nous pourrions profiter de cette nouvelle crise qui se présente pour pouvoir acheter le monde. Mais quand je dis acheter le monde, c'est acheter le monde. Je connais très bien ces mécanismes ayant été financiers, ces mécanismes de levier qui vous permettent, avec $1 milliard, de pouvoir acheter $5 milliards de valeur. Je connais ces modèles. Je les ai pratiqués, je les ai étudiés, je connais le mode de fonctionnement de ces grosses institutions financières. Maintenant, nous mettons à la tête de cet État des gens qui ont cette vision, cette compétence et qui savent comment se frotter à ces grandes puissances internationales sans cligner des yeux, sans avoir peur de ces pays. Une dernière question, monsieur. C'est ce que fait M. Rabrab à l'international. Il achète avec $1 milliard des patrimoines de 5 milliards. Il faudrait lui poser la question. En tout cas, il fait ses investissements et il les réfléchit et je pense qu'il est clairement dans la bonne stratégie. Et j'encourage une majorité des entreprises algériennes, des entrepreneurs algériens à faire de même. Vous avez aujourd'hui de gros déficits de compétences en Algérie parce que nous avons détruit l'école algérienne sur les 10, 15, 20 dernières années et malheureusement, il est assez difficile de pouvoir trouver des compétences et je dis malheureusement, aujourd'hui, il va falloir commencer à former nos jeunes, à créer ces compétences et aller à la conquête de l'international.